J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. Parce que ça, c'est moi à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence, et je sais la pensée qui va avec. J'étais en train de terminer mon livre Le Voyage dans l'Est, c'est-à-dire termine non pas le livre, mais les toutes dernières corrections sur épreuve, toutes dernières, et quelqu'un de ma maison d'édition m'appelle en me disant que les premières invitations dans des librairies, ce sera Nancy-Strasbourg. Et en raccrochant le téléphone, je me dis, il faudrait peut-être que je précise que, évidemment, Strasbourg ayant été la ville de mon père, qui est mort, et où sa femme et ses enfants vivent toujours, et mon père qui m'a fait subir un inceste quand j'ai fait sa connaissance à 13 ans. Et donc, pour moi, c'est une région et une ville difficile, où je ne me sens pas spécialement à l'aise, et surtout en sortant ce livre-là. Et en raccrochant le téléphone, donc, je me suis dit, comme ça, encore une fois, c'est immédiat, tiens, ce serait bien qu'il y ait une caméra qui vienne avec moi, alors que je n'avais jamais fait ce genre de projet. Et quelques jours après, j'ai appelé Caroline Champetier, qui n'avait pas lu le livre, puisque personne ne l'avait lu à part mon éditrice. Et je lui ai dit, voilà, ça sera à telle période, est-ce que... etc. Elle m'a dit, écoute, oui. Depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire. Mais le plus grand mépris. Ne pas être seule dans cette ville, pour moi, c'était pas être avec des amis ou être avec des éditeurs. C'était être avec une caméra. Parce que être avec un crayon et un papier, ça aurait pu être ça, mais c'est être seul. Alors que être avec une caméra, quelqu'un qui tient la caméra et qui voit la même chose que soi, ça, c'était ne pas être seul. Et je ne pouvais pas imaginer à quel point la présence de cette caméra trouverait sa fonction. Il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, mon idée, c'était le film hollywoodien, d'une certaine manière. C'est-à-dire le grand film de sentiment. C'est-à-dire, peut-être que dans une librairie, mon demi-frère ou ma demi-sœur, ou les deux à la fois, vont venir en courant vers moi et me dire « Mais quelle erreur! On a passé notre vie sans te voir, on ne t'a jamais posé de questions, on est là. » Voilà. Et si ça se passe, il faut que Caroline soit là pour le filmer. Et ce qu'il y a eu à filmer n'était pas du tout une rencontre de cinéma, le frère, la sœur, ah là 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 là. Non, évidemment, c'est pas du tout ça. Mais il y a eu quelque chose à filmer, comme vous le savez. Être là sans une caméra, ça veut dire croire à des choses dont je sais qu'elles n'existent pas. C'est-à-dire croire au dialogue avec quelqu'un qui vous ignore, enfin depuis tant d'années. J'ai quand même entendu mon demi-frère me dire, quand mon père est mort, il m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais. Même s'il n'y avait pas de scénario, j'étais quand même responsable de ma parole et de la parole et du dialogue. Et donc, moi, je devais leur permettre d'avoir quelque chose d'un peu structuré. Donc, ma parole, je ne pouvais pas en faire n'importe quoi. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. La phrase ne se formait pas. Elle se fracassait sur un vide. C'est quelqu'un qui n'est pas respecté par son père, par l'instance paternelle, patriarcale, familiale, vraiment l'instance du pouvoir dans la famille, c'est-à-dire le socle de toute la société quand même. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas respecté par son père serait respecté par toutes les instances qui ensuite viennent faire office d'autorité. Il n'y a aucune raison. Donc c'est au contraire une autorisation à marcher dessus. Si son père marche sur elle, bon, allons-y, quoi. Il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure
publiquement, donc par la personne qui menait l'entretien, qui nous a tous demandé quel était le film récent qu'on avait vu et qui nous avait marqué. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais moi, le film récent qui m'a marqué récemment est un film que je n'ai pas vu, c'est celui de Dominique Pellicot. C'est ça, le film récent qui nous marque tous en ce moment. Il y a quelque chose de l'action qui s'exerce sur quelqu'un qu'on s'approprie. Et après, évidemment, tous ces hommes, ah bon, d'accord, ah ok, d'accord, fallait le dire plus tôt, voilà. Allons-y. C'est pareil. J'ai été celle qui a été, pendant des années, tout pour elle, et elle a été tout pour moi. Moi, je suis à ta place, quand j'entends. Ce qui est très différent, c'est qu'il y a une dimension, quand même, politique dans le film, par le fait de la situation, les conditions dans lesquelles on les voit, c'est-à-dire ensemble, dans une même salle, au même moment. Hein. Même si, chez soi, sur ordinateur, etc., c'est pareil. On sait que c'est ça. On sait, voilà. Le film n'a pas été fait pour être, même si on le regarde seul, il n'a pas été fait pour ça. Il a une date de sortie, livre aussi, mais bon, il y a quelque chose du collectif, c'est évident. Quand je montre le film dans les projections, il y a très souvent quelqu'un qui, à un moment, parle de la honte. Si c'est quelqu'un qui a vécu la chose, la honte qu'elle a ressentie, bon, etc. Et moi, en général, je dis, mais est-ce que votre père avait honte? La réponse est non, évidemment. Bon. Et donc, c'est toujours la personne victime, c'est-à-dire l'enfant, qui porte la honte, c'est-à-dire j'ai honte pour toi, qui porte la honte pour le père. Et il me semble, il y a cette fameuse phrase « la honte doit changer de camp ». Je crois que, je ne sais pas si la honte a changé de camp, mais en tout cas, la solitude, c'est fini. On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire. On s'est trompé sur ce qui nous unissait. Depuis le début, voilà. Elle m'a protégée. Inversion des rôles. Je suis allée dans d'autres pays et on se comprend, on se comprend et pas besoin d'avoir vécu l'inceste pour ça. La question de l'humiliation, enfin, présentez-moi quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'humiliation, soit pour le produire, soit pour l'exercer, soit pour la connaître et parfois, enfin voilà, ça fait partie des sentiments et des états qui existent de manière universelle, quoi. Et c'est ça que les gens reconnaissent. La souffrance, tout le monde sait, tout le monde connaît la souffrance et tout le monde connaît l'impression d'injustice qu'on a quand on souffre de quelque chose d'aussi particulier. Voilà. Tout le monde sait de quoi on parle. Et l'aspiration à gagner, hein, à vivre la chose, puisque c'est comme ça, mais en même temps, à gagner, quoi, à ne pas à être vivant. Ça c'est très, très, très important, on le voit bien dans le film. Il y a un truc aux États-Unis qui me paraît tellement intéressant par rapport à tout ça. Il y a une telle ouverture, quand même. Une telle ouverture pour écouter ce que l'autre peut avoir à vous dire. Ça, je le remarque quand même, aux États-Unis particulièrement. Je n'ai pas l'impression de voir des gens qui ont déjà tout compris, qui savent déjà tout ce qu'il faut penser, qui ont déjà des réactions prêtes. Je ne sens absolument pas ça. Pas du tout. Et ça, j'ai ressenti la même chose par rapport au livre.
aux États-Unis, qu'il y a quelque chose qui est a priori quand même ouvert. Et pas forcément, attends, vas-y, dis-moi, ah oui, d'accord, t'as telle note. Non, je vois pas du tout ça. Il y a le nom. Il y a le nom? Je dis que c'est moi. Je dis que c'est moi ou tu sonnes? Oui, bonjour, c'est Christine.